il y a une période que vous allez probablement traverser avant que ce soit déjà fait. Ça s'appelle la ménopause. C'est vécu comme une période assez délicate pour un grand nombre d'entre vous, car associé à pas mal de troubles. Seulement, voilà, bonne nouvelle. Il y a une étude scientifique qui vient de paraître et qui montre qu'on peut repousser cette période-là. Et comment fait-on ? Et de façon naturelle. Hein. Rappelons que c'est quand même pas une maladie, la ménopause. Non, hein. c'est une étape naturelle ouais. qui rythme la vie de toutes les femmes. Elle survient entre 46 et 52 ans. Et ce que les chercheurs ont pu montrer aussi, c'est que plus elle est précoce, plus les conséquences sur la santé, excusez-moi, sont manifestes. On a pu mesurer, par exemple, qu'à chaque année de précocité, eh bien, la mortalité augmentait de 2%. Donc, en particulier pour les maladies cardiovasculaires. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que la ménopause arrive le plus tardivement possible. Et ces scientifiques, une étude australienne a pu montrer... Plus elle est tôt, voilà, plus elle est tôt, plus les maladies, les conséquences sur la santé sont manifestes. 2% de mortalité augmentée, une augmentation de 2% de la mortalité à chaque année de précocité, c'est important. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment la retarder. Et cette étude australienne a pu mettre en évidence qu'il y a des fruits et des légumes qui permettent de retarder de façon tout à fait naturelle la ménopause de plus de 1 an et demi. Explication. Oui, mais alors là, voilà. Dans ce genre d'études, on ne dit pas combien il faut en manger. Eh bien, si, justement, nous allons vous dire combien. Non, parce que sinon, on vous dit, c'est bien de manger les abricots. Non, mais c'est combien? C'est 1 par semaine ou c'est 12 kilos par jour? On va vous dire lesquels et en quelle portion. Explication en images. Une étude australienne très récente vient de montrer qu'on pouvait retarder la date de survenue de la ménopause par l'alimentation. Pourquoi cette étude est-elle intéressante? Simplement parce que la ménopause, qui en soi est un phénomène naturel, expose par la suite à des complications pour les femmes, qui peuvent être des complications graves pour la santé, comme les maladies cardiovasculaires, comme l'ostéoporose, sans parler des complications fonctionnelles, bouffées de chaleur, etc. Or, on sait que retarder la ménopause, ça a été montré, permet de réduire la mortalité toute cause, et principalement la mortalité cardiovasculaire. Alors, quels sont les aliments qui ont été démontrés dans cette étude efficaces pour retarder la survenue de la ménopause? C'est les mandarines, les oranges, le kaki, la papaye et la pêche, par exemple. Alors, pour les légumes, on a essentiellement le poivron rouge, le potimarron et la carotte cuite. Ces caroténoïdes en général sont des pigments présents dans les légumes et les fruits qui leur donnent une couleur orangée, jaune. Il suffit de prendre une portion d'un de ces fruits ou de ces légumes pour assurer une survenue de la ménopause retardée d'environ à peu près 1 an et demi pour la dose de 400 microgrammes par jour. Les chercheurs se sont aperçus qu'il contenait un antioxydant puissant, un caroténoïde, qui porte un nom compliqué, la cryptoxanthine. En fait, c'est un antioxydant qui lutte contre les effets du vieillissement de l'organisme. Ce que les auteurs supposent, c'est qu'il agit par un effet antioxydant au niveau de l'ovaire qui contient lui-même beaucoup de cryptoxanthine. C'est une des pistes potentielles du bénéfice. Il donne les quantités alors? Oui, en fait, il faudrait manger une portion par jour de ces produits. Par exemple, une portion de carottes, un fruit, une papaye, ça peut être des oranges, etc. C'est pas une portion de chaque, c'est une non, seule. C'est une portion par exemple, par jour. Sur le tableau qu'on voit là, par exemple, vous mangez une mandarine. Voilà, vous mangez une mandarine tous les jours, vous mangez ou une orange tous les jours, des abricots. Il faut taper dans ces produits-là. Un de ces fruits-là ou un de ces légumes. Et la carotte, il est préférable de la consommer cuite. On a constaté qu'ils avaient tous la même couleur, ou pratiquement. Voilà, ils ont tous la même couleur parce qu'ils ont ce pigment dont je ne vous dirai pas le nom scientifique parce que c'est un peu compliqué le matin, de très bonne heure. Et donc ce pigment, eh bien, on le retrouve dans les tissus des ovaires. Donc c'est pour cette raison que... C'est ce pigment-là qui protège? C'est ce pigment-là, oui, qui protège et qui retarde de 1 an et demi, c'est beaucoup 1 an et demi, la ménopause. À condition de bien suivre la prescription. À condition de les consommer régulièrement. Mais c'est faisable. Hein. Oui. Okay. Bien que... Carotte cuite. Hein. Pardon? La carotte cuite plutôt que crue. Et tout ça, c'est de saison ou ça dépend des saisons? On peut taper en fonction de la saison. Très bien, merci beaucoup. Allez.
Si vous vous dites qu'il n'y a pas que le PSG dans la vie, vous avez raison. Évidemment qu'il n'y a pas que le PSG, même s'il y a ici un certain nombre de supporters assidus. Bon, ils ont gagné. Ils ont gagné. Bon, on va commencer par ça parce que c'est le dernier match de la soirée. Voilà, c'est l'actualité. Ils ont gagné sans grande surprise face à Avranches. Ça se passait du côté de Caen. C'est la Coupe de France et le PSG est qualifié pour la demi-finale où ils rencontreront Monaco qu'ils ont battu le week-end dernier. On regarde ce qui s'est passé. Dernière affiche donc des quarts de finale de cette Coupe de France. L'Union sportive d'Avranches, Mont-Saint-Michel, 13e de national, l'équivalent de la 3e division, défiait le PSG, double tenant du titre et actuel 2e de Ligue 1. Atem Ben Arfa ouvre le score avant la pause et marque à nouveau. Regardez juste après. Paris qui ne fait aucun cadeau aux Normands après l'heure de jeu. C'est Lucas qui va de son tir. Et enfin, c'est Javier Pastore qui inscrit le 4e et dernier but pour le 4-0. C'est le score. Donc, le 25 avril, Paris accueillera Monaco en demi-finale. Sa victime samedi dernier en finale de la Coupe de la Ligue. Plus tôt dans la journée, c'est Angers qui a décroché son ticket pour le dernier carré en battant Bordeaux 2-1. Les Angevins marquent en premier dès la 8e minute par Bérigo. 10 minutes plus tard, c'est Sankaré qui permet à Bordeaux d'égaliser un partout. Mais c'est finalement donc Angers qui l'emporte avec ce tir de Ndoye en demi-finale. Angers affrontera Guingamp. Un dernier mot de foot, un match à huis clos en Lorraine entre Metz et Lyon, rencontre reprogrammée de la 16e journée de Ligue 1, arrêtée en décembre dernier à cause d'un jet de pétard sur le gardien lyonnais. Victoire des Lyonnais justement 3-0, la Casette inscrit son 24e but de la saison. Ferry et Tolisso marquent dans les derniers instants. L'OL conforte sa 4e place et Metz est 14e. Pas mal ça. C'est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du hockey sur glace. Avec Gap qui n'est plus qu'à un match du titre national. Regardez, en finale de Ligue Magnus, les Rapaces. Magnus, c'est un ancien patineur créateur de la Ligue, de la Fédération. C'est les Rapaces de Gap en bleu. Ils affrontent les Dragons de Rouen et les joueurs des Hautes-Alpes se sont imposés 3-2 et mènent désormais 3 victoires à 2. Gap aura l'occasion de conclure vendredi à Rouen ou dimanche à domicile. Du cyclisme avec le Tour du Pays Basque, 160 km dont une quarantaine d'ascensions. Une arrivée à San-Sébastien. L'Espagnol David de la Cruz remporte la 3e étape et endosse le maillot de leader. Le premier Français au général s'appelle Rudy Mollard. Il est 6e. Du basket, Coupe FIBA, 2 clubs français en finale. Chalon ici en blanc est défait à l'aller, dominé les Belges d'Ostende en demi-finale. Retour 83-65. Et Chalon-sur-Saône rencontrera en finale Nanterre ici en vert, qui avait également été battu à l'aller, qui hier soir a dominé les Allemands de Bonn 86-81. Finale le 26 avril, le basket français donc en forme. Et, alors, nos petits tennisman. Alors, on a une grande Williams Vénus qui, le week-end dernier, a été battue en finale à Miami. Ah bon, oui, je pensais pas à elle, oui, bien sûr. Non, vous vouliez des l'équipe Français de France. Demain, je vous ai préparé des petites images pour demain. Ah bon, Oui, bien sûr. Non, parce que la sélection n'a pas été facile, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y en a qui ne sont pas là. On parlera de Coupe Davis demain. Je voulais vous montrer Venus Williams. Voilà, elle n'est pas si en forme que ça. Regardez, en fait, ce week-end, Venus Williams s'est inclinée en finale à Miami, donc c'était bien passé la semaine dernière. Hier, l'Américaine 10e mondiale s'est arrêtée au 2e tour du tournoi de Charleston en Caroline du Sud. Elle a gâché 2 balles de match. Son adversaire, l'Allemande Sigmund, 37e du classement, a profité pour revenir et remporter cette rencontre. Et 6-4, 6-7, 7-5. Et c'est la première fois de l'année que l'Allemande bat la pensionnaire de top 10. Ça tape, hein. Ça tape fort. Voilà, et cette balle qui sort. Et pour terminer, William, le beau département de l'Ardèche, et nous sommes sous terre dans l'Avenne d'Orniac, à l'occasion du renouvellement du label Grand Site de France, qui fait la promotion de la bonne conservation et de la mise en valeur de sites naturels classés. Il y en a que 17 en France. Et des slackliners se sont exprimés. Des slacklines, en fait, ce sont ces sangles souples tendues entre 2 parois, entre 2 arbres, entre 2 ce que vous voulez. Là, nous sommes dans la grotte, au-dessus des stalagmites, et ils ont évolué comme ça au-dessus du sol. On peut faire ça à quelques centimètres du sol, ce que je vous encourage à faire, William, ce week-end, ou à plusieurs mètres, comme ils le font ici. C'est très bon pour la proprioception. Vous savez, votre gestion du corps dans l'espace, très bon pour les abdos, et ça fait surtout de très belles images. On peut assister à ça, non? Oui, vous pouvez assister à ça. Voir de la slackline, et notamment dans la veine d'Orniac. Slackline. S-L-I-K-E. S-L-A-C-K. Slackline. Slack. Moi, je l'ai bouché, c'est pour ça, c'est dur. Et ça veut dire? Slack, sangle. D'accord, merci beaucoup. In pocket, gunpowder,
Bonjour. Bonjour William. La semaine dernière à Paris, les marques de distributeurs, vous connaissez ça, se sont réunis tous ensemble. Ce sont tous des amis, bien sûr. C'est comme à la télé, à l'occasion de leur salon professionnel. Et donc, ils se sont présentés les produits les uns aux autres. Il y en a qui ont fait la gueule parce qu'ils ont dit tiens, ça, j'ai pas dans mes rayons. Ben, tant pis. Et ces produits-là, vous en avez remarqué quelques-uns. Ça n'a pas été facile parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il y en a énormément parce que c'est un domaine qui a pris beaucoup d'envergure. Et le salon lui-même a pris beaucoup d'envergure. Il a été rebaptisé, il a accueilli cette année 500 exposants. Et en fait, il faut bien savoir que les marques de distributeurs qui sont liées il y a une quinzaine d'années ont considérablement progressé. À l'origine, il s'agissait de produits, comme on dit dans le jargon, d'entrée de gamme. C'est-à-dire des produits moins chers mais moins qualitatifs. Et puis petit à petit, ces marques ont essayé... Il s'agissait de rivaliser avec les industriels. Exactement. Donc petit à petit, ils ont voulu essayer de copier les marques nationales. Et puis aujourd'hui, ça n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, les marques de distributeurs veulent exister, être des marques à part entière. Elles veulent vraiment concurrencer les marques de distributeurs. Donc elles veulent innover, concevoir. Donc on y trouve aussi bien des créateurs culinaires que des designers d'emballage, tous les fabricants effectivement qui peuvent travailler pour leur propre compte ou pour des distributeurs. Il faut des marques qui tiennent vraiment la route et qui répondent par elles-mêmes aux attentes des consommateurs. Donc ça a beaucoup progressé. Nous avons fait une sélection par rapport aux produits qui étaient nominés, parce que vous savez, dans tous les salons, il y a toujours des prix qui sont remis. Et le coup de chance, en plus, c'est que parmi tous les produits que nous avons sélectionnés, eh bien, pratiquement tous ont eu un prix, que ce soit pour l'usage, que ce soit pour l'ergonomie, que ce soit pour la composition. Voyez, mais c'est que de l'alimentaire ou... Non, il y a c'est beaucoup d'alimentaire, c'est à peu près 80%, mais il y a aussi du non-alimentaire. Voici un résumé de ce que nous avons trouvé. La grande tendance pour les consommateurs, c'est bien sûr la transparence, rassurer le consommateur sur l'origine du produit, et aussi bien sûr sur la composition du produit, manger plus sain et plus naturel. C'est une gamme de sauces fromage à la truffe, sur du brie, sur du cheddar, sur du parmesan, très simple d'emploi, plutôt bon marché, et prête à utiliser sur des pâtes, sur des burgers, sur du riz, sur des croque-monsieur. L'objectif, c'est que les consommateurs puissent rajouter un petit peu de plaisir dans leur quotidien très facilement et pour pas cher. C'est un foie gras sur lit de fruits où il y a 6 variétés qu'on peut préparer chaque portion en 30 secondes. C'est des pots portions de 50 grammes où chacun peut choisir sa variété. Voici notre dernière innovation, une capsule de café compatible, entièrement compostable, du papier biodégradable, de la canne à sucre également biodégradable. L'ensemble est compostable en 12 semaines suivant une certification européenne. Ce sont des pâtes qui ne sont pas des pâtes, elles sont sans gluten, sans blé dur. Voilà, c'est 100% légumes et eau uniquement. Vous avez pois chiches, lentilles et petits pois au choix. Chaque année, on utilise 186 millions de flacons de gel douche. Nous vous proposons un flacon de gel douche avec de la poudre à l'intérieur pour reconstituer chez vous votre gel douche. Ensuite, nous vous vendons plus que la poudre. Vous pourrez ainsi le mettre dans votre flacon d'origine. Moins de floconnage utilisé, moins de transport, un bilan de carbone réduit. Nous avons créé une huile de parfum solide en fait, qui est nomade. Donc ça veut dire qu'on l'emporte partout avec nous, même en sac cabine pour l'avion. Et donc en fait c'est une huile sèche solide sur laquelle on a travaillé pendant 1 an et demi en termes de développement pour permettre d'encapsuler le parfum et de faire en sorte que quand il est appliqué, il dure dans le temps et sans alcool. Les marques de distributeurs sont des marques à part entière qui évoluent au même titre que les marques nationales sur de différents aspects, l'aspect gustatif du produit, sur l'aspect bien sûr qualité qui ne cesse d'évoluer, tout en gardant bien sûr une différenciation sur le prix. Il y a des choses intéressantes. Enfin, parmi tout ce que nous avons vu là, il y en a certains que l'on va retrouver que chez certains distributeurs. Alors, ça dépend. On est d'accord ou pas ? Oui, on est d'accord. Sur place, on avait tous les fabricants. Les distributeurs, évidemment, sont à la recherche de fabricants pour leur propre marque de distributeurs afin de concevoir et de concurrencer tout le monde, que ce soit les marques nationales ou les autres distributeurs. Oui. Alors après, on peut avoir
plusieurs distributeurs intéressés par un même produit et qui vont peut-être changer un peu quelque chose. Pour l'instant, ça n'appartient à aucun distributeur. Alors pour l'instant, c'est proposé par les fabricants. Ah, ça, c'est les fabricants. Et ensuite, alors, vous en avez parmi ceux que nous avons interviewés qui fabriquent pour leur propre compte aussi. Mais si vous voulez... Ce qu'ils cherchent, c'est des distributeurs. Ils cherchent des marques. Ils cherchent des distributeurs. Et ce sont des marques qui restent toujours moins chères. Alors, le différentiel est évidemment moins important qu'autrefois, mais ça reste quand même moins cher. Intéressant. Pourquoi? Parce que, un, il n'y a pas de publicité sur ces produits. Et deux, si vous voulez, comme quand ils signent avec un distributeur, si le distributeur a 1500 points de vente, ils ont la garantie de vendre. Par exemple, la capsule pour les machines à café, pour l'instant, on l'a vu, il n'y a pas de marque auto et pour cause. Elle n'appartient pour l'instant à aucun grand distributeur. Et ensuite, vous aurez ça dans votre supermarché, à la marque du supermarché. À la marque du supermarché. Et que dans celui-là, que dans ce réseau-là. Que dans ce réseau-là, ou pas. Peut-être. Parce qu'il peut les vendre à un autre réseau. C'est la loi du marché. Donc, avec un même produit comme ça, vous pouvez le retrouver sous 2 noms différents, dans 2 supermarchés qui n'ont pas le même réseau. C'est possible, avec peut-être une très légère différence. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on veut de l'innovation et on veut répondre à ces attentes qui sont des attentes à la fois de plaisir gustatif, mais aussi d'environnement. C'est comme les pâtes aux légumes, semblait dur. Les pâtes aux légumes, ça c'est bizarre. Et voilà. Bon. Ça sera en magasin quand ? Oh, ça va sortir là, sous peu. Ah oui. Ce ne sont que des produits qui sont amenés à se développer, qui ont tous plus ou moins gagné un prix. Donc, on a du flair, yes. Bravo. Merci beaucoup. Puis direction Bruxelles maintenant, où nous attend notre correspondant permanent, Valérie Le Rouge. On va parler avec lui d'un projet. Alors, vous allez voir, ce projet est intéressant pour plusieurs raisons. Il mélange la défense du patrimoine, ça c'est chic, c'est bien. Le développement durable, alors ça c'est encore plus chic. Une certaine forme d'art, vous allez voir pourquoi. Et puis en plus, ce qu'on appelle le travail social. Alors c'est bien, c'est un programme, c'est vous dire, bonjour Valérie, de quoi s'agit-il? Nous sommes très impatients. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, c'est un projet qui a un lien avec cette grande place de Bruxelles qu'on ne présente plus, cette architecture incroyable, ces façades classées encore plus belles depuis qu'elles ont été rénovées. 30 ans de travaux, vous entendez bien, 30 ans, il y a eu plusieurs phases. Il a fallu nettoyer ces façades, réparer les pierres, refaire les joints, refaire les dorures et la polychromie. Donc ça a pris 30 ans et sur la dernière phase de travaux, il y avait des grandes bâches pour camoufler les échafaudages. Vous savez, ces grandes bâches en trompe-l'œil qui représentent ce qu'il y a derrière, comme on en voit sur des monuments historiques en France. Et souvent, on ne sait pas quoi faire de ces grandes bâches en polyester, ces centaines de mètres carrés, une fois que les travaux sont terminés. Alors la ville a lancé un appel à projet et c'est un jeune créateur belge de Bruxelles et une association d'aide aux travailleurs handicapés qui ont remporté ce projet pour fabriquer ce que vous allez voir dans ce reportage. La Grande Place de Bruxelles attire les touristes du monde entier pour ses façades du 19e classées au patrimoine de l'UNESCO. Pendant les travaux, elles étaient dissimulées par ces bâches, des trompe-l'œil, les représentant à l'identique. Plus de 500 mètres carrés de plastique qui ont trouvé une deuxième vie à la fin de la rénovation. Dans cet atelier associatif, la bâche a été découpée, percée, cousue, rivetée pour être transformée en sac et en besace. À l'origine du projet, une association qui aide à l'insertion de travailleurs handicapés. Alors combien de temps est-ce qu'il faut pour faire un sac? Je vais poser la question à Ferdi. Ferdi, combien de temps pour préparer un sac? Plus ou moins combien de temps? 30 minutes. 30 minutes. Ferdi met plus ou moins 30 minutes pour faire un sac. Un projet social qui a mobilisé 29 personnes épaulées par un jeune designer belge qui a conçu ces pièces uniques par définition. On a en tout 480 sacs qui sont numérotés et donc on peut voir à l'intérieur du sac un flyers. En le dépliant, on découvre les bâtiments et en corrélant la plaquette avec le flyers, on découvre d'où vient son sac. Vendus 39 € pièce, les sacs ont été victimes de leur succès. Ils ont tous été achetés en 2 jours. En 2 jours, il n'en reste plus du tout alors? Alors, ils ont presque tous été vendus pour être honnête. Il en reste 20 qui vont être mis aux enchères. Ah alors, ouais. C'est pas les plus moches, ça dit en passant. Ah ben les gens sont contents dès le matin sur la Grande Place de Bruxelles.
Ils venaient peut-être chercher des sacs. Il y en a 20 qui seront donc mis aux enchères. C'est donc pas les plus moches. C'est souvent ceux. Eh oui, il y a beaucoup d'amour sur cette place. Il y a beaucoup d'amour, Valérie. Bonne chance. Merci. Donc ces sacs, ce sont souvent ceux avec les dorures, les têtes de statues. Donc ce sont parmi les plus beaux. Ils seront mis aux enchères prochainement au profit de l'association pour les travailleurs handicapés. Et puis, vu le succès que ça a remporté, eh bien, la ville s'est dit qu'elle allait faire la même chose avec l'ébâche d'un autre chantier à 300 mètres d'ici. Mais le bâtiment, franchement, il est beaucoup moins joli. Je suis pas sûr que ça aura le même succès. En tout cas, c'est une excellente initiative. Très bien, bien joué. Et puis, alors, bravo pour votre succès auprès des femmes. Mais ça, on le savait déjà. Au revoir Valérie, bonne journée, ça va être formidable. Voilà ce que c'est. D'être un envoyé spécial permanent sur une grande place. Oui. Vous avez vu tout l'amour qui se dégage pour cette émission et Valérie en particulier. Bon, on commence par qui là? La remontada, William. Alors expliquez, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et depuis Barcelone-PSG, tout le monde sait de quoi il s'agit. Hein, oui, on revient du diable Vauvert. Mais la remontada, ça existe aussi en politique. La remontada, c'est le fantasme, mais aussi un début de réalité, hein, si l'on en croit les sondages. Le fantasme donc de Mélenchon et de Fillon. Le premier a pris 7 points en 2 semaines. Il talonne désormais Fillon, qui lui aussi se redresse avec toujours en ligne de mire le duo Macron-Le Pen qui semble marquer le pas. Mais la remontada, même si au bout du bout c'est l'électeur qui en décide, ça se gère, ça s'accompagne. La remontada, c'est ceux qui y croient qui en parlent le mieux. C'est ainsi que ce week-end, Libération, après avoir recueilli la parole des proches de Fillon, titrait ceci. Et si c'était quand même lui? Alors, après avoir recueilli quoi? Comment? Après avoir recueilli les confidences des proches de Fillon. Ah oui, ils ont fait une enquête auprès des... Oui, et ils ont titré « Et si c'était quand même lui ?» Parce que dans l'entourage de Fillon, on y croit à fond. Ah d'accord. Voilà, c'est ce que disait Libération en se demandant si c'était méthode Coué ou pas. En tout cas, la remontada, ça passe aussi par la com, donc l'image. Vous lirez dans l'opinion que dimanche matin, à 11h, François Fillon va poser, entouré de 577 candidats républicains et centristes aux législatives. Ça se passera à Paris, dans le 15e, au parc Georges Brassens. Pourquoi? Cette mise en scène est faite pour 2 raisons. 1, je ne suis pas seul, c'est ça que ça veut dire. 2, si je suis élu, j'aurai une majorité. Moi, sous-entendu Macron, c'est un petit peu moins sûr. Mais la remontada, c'est aussi du discours, des mots. Et pour ça, il y a Le Point et sa une. Le titre est solennel, Fillon face à lui-même, la photo plutôt réussie, avec dans les prunelles des couteaux d'acier qui me coupent en tranches, mais je ne fais là que citer Franz-Olivier Gisbert, parce que c'est lui qui campe ainsi le décor de sa rencontre avec Fillon. Oui, parce que pour réussir une remontada, il faut un partenaire haut de gamme, et en l'occurrence, c'est Fogg. 5 pages d'entretien où l'on apprend pour commencer que François Fillon veut être... S'il veut être président, ça n'a pas toujours été une obsession chez lui, croyez-le, si vous le voulez ou si vous le pouvez. Mais François Fillon dit avoir voulu d'abord être ambassadeur, ingénieur, journaliste, guide de haute montagne. La politique, un hasard, presque une erreur de parcours, un drame de l'orientation. Alors, et ainsi de suite. On enchaîne sur son premier choc littéraire, les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. On évoque le pensionnat chez les jésuites, la passion pour la course automobile. Et là, faut pas se rater, il y a la chicane de la transition qu'il faut bien négocier. François Fillon dit, on parle automobile, sur les pistes des 24 heures du Mans, on endure 24 heures. Moi, ça fait des semaines. Et vous voyez le truc, là, mine de rien, enfin, on va parler de la campagne présidentielle. Alors, c'est à lire, parce que c'est l'une des rares fois, peut-être la seule, où François Fillon nous apparaît moins froid qu'il en a l'air. Passer la main, oui, j'y ai pensé, dit-il. Le suicide, non, je n'y ai pas pensé. Juppé, c'est mon ami. Je suis un être complexe. Il y a chez moi une part d'insouciance. Et oui, j'ai connu quelques nuits difficiles. J'ai pris des somnifères, mais ça pesait ensuite sur la journée. C'est sûr que faire campagne sous l'Exomil, c'est un petit peu compliqué. Mais maintenant, je dors mieux, dit François Fillon. François Fillon se met à table, c'est à lire dans Le Point, et c'est avec Franz-Olivier Gisbert. L'entretien s'est passé à table, c'est ça? Ils ont déjeuné ensemble? Oui, ils ont déjeuné ensemble. Ah bon, parce que je voyais 2 verres là remplis, je me disais, voilà, ça. Ils ont déjeuné ensemble. Ah d'accord. Mais ils disent en plus ce qu'ils ont pris. Il a pris une sole, il a mangé une sole, François Fillon. C'est pas que du soda, ça. Non, il n'y a pas que du soda. Non, alors, ça me semblait, oui. Sinon,
Sinon, pour finir, et là on va moins sourire, la Syrie. Mais je ne peux pas passer à côté parce que ça risque de faire parler aujourd'hui. L'attaque chimique du régime syrien nous vaut une une de Libération d'une insupportable violence. Le journal estime que c'est le seul moyen de frapper les consciences. Et puis, dans le même genre, le choc d'un coup de crayon, celui de CAC dans l'opinion. C'est un dessin de presse qui, je pense, restera. Conclusion, on touche le public qu'en essayant de l'émouvoir. Un principe qui marche aussi bien pour la Syrie que pour François Fillon. Voilà, à vous dire aussi à propos de François-Olivier Gisbert, qui sera ici à chaque fois, après le premier deuxième tour, après le premier deuxième tour tour également, pour commenter l'actualité avec nous. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Place à l'actualité du cinéma cette fois-ci, à partir du 12 avril, pour aller voir en famille Boule et Bill. Alors c'est Boule et Bill 2. C'est la suite, bien. Ça a bien marché, le premier, 2 millions de spectateurs, c'est pas mal, avec Franck Dubosc dans le rôle du père de Boule, et dans le rôle de la mère, alors c'est plus Marina Foïs, mais cette fois-ci, c'est Mathilde Seigné, Charlotte Bouteloup l'a rencontrée. Bonjour Mathilde. Bonjour Charlotte. Encore une cascade à cheval qui s'est mal terminée. Non, c'est même pas à cheval, Charlotte. Bon, alors pour la petite histoire. Je me suis tordu la cheville, comme une fille, avec des talons. Je ne mets jamais de talons. Ouais. Et je me suis fracturé la malléole externe. Mais tu vois, je suis là. Merci d'être avec nous, Mathilde. On a le chien. On a le chien, Bill. Bill, un cocker anglais qui... Regarde Maman Boule. Bonjour, c'est Maman Boule. Salut les copains, c'est moi Bill l'éclair. Je suis de retour avec mon meilleur ami Boule. Vous vous rappelez la famille que j'avais adoptée? Elle est belle la babalo bibi. J'ai réussi à en faire une famille exemplaire. La croquer avec ses dents, le sucre. Je suis un chien, je parle mieux que lui. La reconstitution des années 70 oui, ça c'est est hyper canon, les images sont très saturées. Il y a quelque chose d'intemporel dans les décors. Les maisons comme ça... La 2 chevaux rouges, tout est très esthétisant, ouais. ce qui je trouve est... En fait, je trouve ce film, il est très gai. C'est ça, c'est un film qui fait beaucoup de bien. Oui, c'est très joyeux. C'est très joyeux. Le papa de Boule, il a une nouvelle patronne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très gentille. Vous avez donc 2 mois pour me pondre de la bonne bande dessinée bien triste. Si jamais j'y arrivais pas, vous serez viré. J'y arriverai. Depuis, il est complètement parti en cacahuète. Allez, viens, Bill. Fais des bêtises. Qu'est-ce qui lui prend? Il devient fou. Vous êtes en train d'uriner sur mes chaussures? Je l'avais pas vu. Vous dites, Mathilde, c'est dingue, comme Franck doute de son talent. On n'imagine pas un qui est comme ça. Ouais, Franck, il est très lucide. Il se remet beaucoup en question, contrairement à beaucoup d'artistes, et surtout des one-man shows qui souvent ont des gros melons. Il est très lucide, très sensible, très doutant de tout, et il se sent jamais légitime. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas conscience de la notoriété ou de la popularité qu'il a. Mais comme moi, d'ailleurs, il n'est pas reconnu par ses pairs au César et par l'intelligentsia parisienne, je pense que ça le fait douter. Et ça ferait douter n'importe qui, sauf que moi, maintenant, je m'en fiche. Salut les garçons. Vous allez voir que dans 2 secondes, Boule va la regarder avec une tête d'idiot et la bouche grande ouverte. Qu'est-ce que je vous avais dit? Mais c'est bizarre, parce que Charlotte, j'arrive jamais à lui parler. Et il paraît que l'amour, ça rend aveugle. Ouais, par là, ça me rend plutôt mieux. La reconnaissance du métier, ça fait hyper plaisir. Bien et sûr. moi, j'adorerais. Ouais. Et je l'ai eu à une époque, parce que j'ai eu des nominations au César, beaucoup. Ça fait plaisir pour soi, mais c'est pas pour ça qu'on dure. Et ce que je dis à Franck, c'est quand même merveilleux de durer. Parce qu'après tout, c'est vrai que c'est très plaisant que des Jacques Audiard, que des François Ozon vous prennent. Moi, j'adorerais tourner avec ces gens-là. Bon, j'imagine que pour eux, c'est... je fais Boule et Bill et camping, c'est pas leur coup de volant. Mais en même temps, je me dis, bon, je travaille et je dure. C'est déjà ça. pas mal. Bravo Mathilde, et à bientôt. Merci. Caroline Roux reçoit ce matin pour les 4 vérités Jacques Cheminade. Oui, c'est le doyen de cette présidentielle à 75 ans. C'est sa 3e campagne, mais c'était son premier débat présidentiel mardi soir. Bonjour Jacques Cheminade. Oui, bonjour. Un mot sur la Syrie avant de parler du débat. Le régime de Bachar al-Assad est mis directement en cause dans l'attaque chimique qui a fait au moins 74 victimes et 500 personnes contaminées. On assiste à une volte-face de Donald Trump qui explique désormais qu'il est prêt à intervenir seul en Syrie. Ça vous rassure? Ça vous inquiète?
Ça m'inquiète parce que c'est une intervention de tous qu'il faut en Syrie pour créer les conditions dans lesquelles le peuple syrien puisse décider par lui-même, combattre le terrorisme, enquêter sur ce qui s'est vraiment passé et que l'enquête soit objective et que tout le monde y soit d'accord, et enfin reconstruire la Syrie. Il faut un programme pour la reconstruction, pas seulement de la Syrie, de tout le Proche et Moyen-Orient. Mais dans l'urgence, là, qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle un chiffre, deux chiffres. 6 ans, 400 000 morts. Oui, si bien c'était sûr. si simple... Vous n'avez pas besoin de me le rappeler, je le connais bien. Bah, tant mieux, mais je le rappelle Donc, peut-être pour les gens qui nous regardent ce matin. Il faut faire très vite une politique qui arrête ça. Et une politique qui arrête ça, c'est une politique qui voit long, c'est pas une politique dans l'immédiat. Et c'est une politique qui recrée les conditions dans lesquelles la Syrie puisse être une nation. Avec qui? Comment on fait avec les Russes, Avec par tout exemple? le monde, y compris les Israéliens, qui doivent Comment jouer un est-ce qu'on rôle fait dans avec cette les affaire. Russes, par exemple, qui se retrouvent dans une situation Avec un les petit Russes, peu compliquée? les Russes, on leur a ouvert la porte, ils sont rentrés. Ben, ils ont bien fait, de leur point de vue. Donc, ils sont là. Ben, on doit faire avec eux. Vous savez, De Gaulle disait... La France reconnaît les États, pas les régimes. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre autour de la table des gens comme les Russes qui disent il faut faire avec Bachar el-Assad et des gens dont la France, qui considèrent qu'on ne peut plus discuter avec Bachar el-Assad? Ça, on l'a dit depuis longtemps, peut-être dans la puissance totale. Peut-être avez-vous vu passer ce matin un petit message d'Alain Juppé qui s'agace. Il dit les tenants de la réelle politique vont-ils encore oser nous expliquer que le régime de Bachar el-Assad est un partenaire fréquentable? Partenaire fréquentable, ça veut rien dire. Dans la politique internationale, De Gaulle reconnaît Mao Tse-tung et ce n'est pas un partenaire fréquentable. On reconnaît les États. Il y a des rapports de force. Il y a un excellent document qui a été écrit sur les 7 péchés capitaux d'une politique française qui n'est plus une politique médiatrice, inspiratrice, une politique qui voit l'avenir. C'est ça qu'on aurait dû donner au Proche et Moyen-Orient et ce qu'on doit faire maintenant. Donc là, on parle avec qui? On parle à l'ONU? On parle avec tout le monde, hélas, en se bouchant le nez. En se bouchant le nez. On parle du débat? Oui, bien sûr. Allez, est-ce que depuis mardi, il s'est passé quelque chose dans votre vie? 6 millions de Français ont regardé ce débat, ont peut-être découvert votre démarche, votre candidature. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je considère que ce débat a été une mise en scène émotionnelle et qu'un vrai problème a été posé. La justice en France n'est pas la même pour tout le monde. Moi, je posais le problème. Qui a posé le problème? Philippe Poutou l'a posé. Et c'est vrai. Mais on ne peut pas le poser sans apporter de solution ni de projet. Moi, je dis qu'il faut que la justice en France soit un pouvoir. Elle est actuellement qu'une autorité. Et si on veut qu'il y ait un droit, il faut qu'il y ait un procureur général de la République, élu par le Conseil supérieur de la magistrature, qui soit indépendant. Il faut mieux traiter les prisonniers. On n'a pas évoqué le problème des prisons. En France, elles ne sont pas dignes. Il faut des agents de probation et de réinsertion qu'on doit soutenir et multiplier par 2. Il n'y en a pas assez. Et il faut en même temps une aide juridictionnelle. Les gens qui veulent aller devant la justice, ils n'en ont pas les moyens généralement. L'aide juridictionnelle, en France, est tout à fait insuffisante. Et en plus, on veut la faire supporter aux avocats. Mise en scène émotionnelle? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision à long terme. Tous les candidats qui étaient à vos côtés n'ont pas de projet? Non, ils n'ont pas de projet. Et dans la situation de ce type de débat, c'est très difficile. Personne n'attaque les marchés financiers. Personne ne dit ce qu'il faut faire à la place de cette dictature financière qu'évoquait François Mitterrand déjà. Donc, il faut prendre le problème là où il est. Et on dit interdire les licenciements, par exemple. C'est très joli, mais comment faire? Si, il y a une chose qu'on peut faire. Que les comités d'entreprise reçoivent 2 droits. Un droit de veto pour les licenciements collectifs, et un droit d'audit, c'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise paient un audit qui est fait par les travailleurs pour savoir quelle est la politique de l'entreprise. Et à ce moment-là, on s'entend et on a un projet commun. C'est très important. Je vous avais posé une question sur est-ce que ce débat a changé quelque chose dans votre campagne? Dans ma campagne, non. Parce qu'il y a une orientation de ma campagne. Pas sur le fond de votre campagne, mais dans la façon dont vous êtes perçu quand vous faites campagne. Ça, c'est les autres qui doivent juger, c'est pas moi. C'est pas moi d'en juger. Non, vous voyez rien, il ne s'est rien passé. Non, c'est pas moi. Pourtant, vous êtes battus pour faire ce débat les uns et les autres, donc s'il a servi à rien. Non, Le Monde a dit, par exemple, que je n'avais pas été dans le débat. Je crois que c'est tout à fait faux. Bon. J'étais extrêmement, disons, fort sur cette question financière, de la dictature financière. Et encore une fois, libérer la France de cette dictature financière, libérer la France et aussi de cet état d'esprit culturel négatif dans lequel nous vivons. Il faut redonner aux jeunes, il faut redonner à chacun ce que Léo Lagrange, ce que Jean Vilar avait comme plan, c'est-à-dire leur vision comme vie, c'est-à-dire redonner l'art et la science au peuple. La France avec les yeux du futur, c'est le livre que c'est ça, les yeux du futur. Les yeux du futur, voilà. Vous sortez un 2e livre-programme dans cette campagne. C'est avec la vente des livres que vous financez votre programme? Non, pas du tout. Et pas votre programme, mais votre campagne?
Non. Non. C'est avec des dons et c'est avec en même temps différents individus viennent me soutenir en voyant ce qui se passe sur Internet, en voyant ce qui se passe. Et il y a une avance de l'État de 150 000 euros. Et vous publiez ce matin la liste de vos soutiens. Oui. On trouve par exemple l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, on trouve un géologue, des ingénieurs, des médecins, un spécialiste des trous noirs. Qu'est-ce que vous voulez démontrer avec cette liste ? C'est la vraie société civile. C'est pas la société politique qui s'occupe de rapports, de l'entre-soi. On l'a vu dans ce débat. Les gens s'attaquaient nommément, personnellement, au lieu de développer des projets et des programmes. Il y a un point. Alors, c'est Alain Gachet qui se trouve parmi ces personnes que vous avez citées. Géologue, ingénieur des mines et spécialiste de l'eau. On va souffrir dans les 10 à 15 prochaines années d'une terrible politique de la soif, de l'eau. Il faut faire quelque chose. On meurt en Somalie, on meurt aussi au Kenya, on le dit moins, on meurt au Yémen. Au Yémen, il faut arrêter le massacre, arrêter le génocide. On parle beaucoup de la Syrie, mais on ne parle pas du Yémen. Pourquoi on ne parle pas du Yémen ? Parce que c'est l'Arabie Saoudite qui est soi-disant notre allié. Merci beaucoup, Jacques Cheminade. C'est votre dernière campagne ? Non, c'est pas ma dernière campagne. Ça sera la prochaine avec les jeunes qui se présenteront eux-mêmes. Effet Bernie Sanders, j'accueille des jeunes. Merci beaucoup. C'est à vous, William. Merci. Alors, du cinéma, mais vous allez voir, pour les plus jeunes sur Internet, c'est ce que propose Olivia Adioba, pas seulement elle d'ailleurs. C'est légal, ça ? C'est complètement légal et c'est gratuit. Ça s'appelle filmpourenfants.com. On est en période de vacances, c'est aussi l'occasion d'initier les plus petits au cinéma. Mais on aimerait bien sortir un peu des classiques, parfois, des Reines des Neiges, Cars et autres Toy Story. Ouais. Là, ce ne sont que des courts-métrages qui sont sélectionnés par âge et par thème. Vous voyez, vous avez écologie, instruction morale et civique, amitié, danse et chorégraphie. Ce sont des courts-métrages qui sont vraiment sélectionnés. C'est vraiment de la qualité. C'est une mine pour les parents, c'est très très bien. Ça dure un court-métrage, quoi, 15 minutes, quelque chose comme ça? Oui, 15-20 minutes, ça peut aller jusqu'à 25 minutes. Non, c'est pour savoir pendant combien de temps vous avez la paix. Vous avez la paix. Oui, c'est ça. Ça marche non, aussi. mais c'est vrai, c'est important. C'est important de savoir combien de temps on a. Vous le mettez sur la tablette, comme ça, ils ont besoin, j'ai 20 minutes devant moi. Exactement. Non, mais c'est vraiment très bien. Filmpourenfants.com pour changer et pour les initier à un autre cinéma. Merci beaucoup. Spécialiste des animaux de Télématin, Natacha Harry s'est intéressée à un fait d'actualité récent. C'était il y a à peu près un mois au zoo de Thoiry, bien connu de ceux qui fréquentent ces beaux établissements. Alors c'est le braconnage d'un rhinocéros. On lui a coupé la corne. C'est vendu, je disais tout à l'heure, probablement sur le marché asiatique. Et ce fait divers est révélateur des nouvelles manières de faire des braconniers qui tentent tout, c'est-à-dire pénétrer dans les eaux maintenant. Oui, aujourd'hui, les braconniers n'ont plus peur de rien. Ce sont de vrais réseaux criminels parfaitement organisés à l'échelle mondiale. Parce que là, on parle d'un réseau qui s'alimente en Afrique en premier lieu sur les animaux sauvages, mais aussi en Europe depuis les années 2000-2010. Il y a eu beaucoup de vols dans les musées où on venait voler des cornes de rhinocéros, des défenses d'éléphants directement dans les musées. En revanche, braconner un animal directement dans un parc zoologique, ça faisait des années qu'on craignait que ça puisse arriver, mais franchement, même les principaux responsables de parcs zoologiques en Europe se disaient c'est pas possible. Ils n'iront pas jusque-là. Parce que très surveillé, on peut se... Oui, bien sûr, c'est surveillé. Les animaux sont alors maintenant quasiment tous enfermés la nuit, les animaux qui ont une valeur marchande. Parce que pourquoi on braconne ces animaux, et notamment en prenant des risques fous en parc zoologique, c'est parce que les cornes de rhinocéros, les défenses d'éléphants dans une moindre mesure, ont une valeur commerciale énorme sur le marché asiatique, parce qu'on leur prête des vertus thérapeutiques, aphrodisiaques et autres. Alors, ce qui est intéressant et dangereux, et surtout ce qui nous interpelle tous, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux de trafiquants utilisent des moyens modernes et nous utilisent, nous, tous, directement pour arriver à mettre en exécution leur plan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ils repèrent les animaux. Imaginez-vous, vous avez la chance d'aller en Afrique, faire un safari. Vous prenez plein de photos.
Ces photos, vous les diffusez sur les réseaux sociaux. Et vous vous dites, bah, c'est sympa, mes amis vont voir ce que je fais, ils vont voir le rhinocéros que j'ai vu. Eh bien, les trafiquants, eux, ils sont à l'affût de toutes ces informations. Ils repèrent les animaux, non seulement grâce à des gens qui les renseignent sur place, mais de plus en plus grâce à nous tous, simples touristes. Ils les repèrent aussi par d'autres moyens, les colliers GPS que l'on met sur les animaux à des fins scientifiques, par exemple. Alors, on a rencontré une spécialiste de ces trafics qui nous explique tout ça. Regardez, parce que c'est passionnant et on se rend compte à quel point on peut tous agir pour essayer d'arrêter, de leur faciliter la tâche. Regardez. Aujourd'hui, la criminalité en matière d'espèces sauvages se situe dans la top liste des criminalités transnationales les plus lucratives. Et celle qui touche le braconnage des rhinocéros est sans doute l'une des plus organisées qui soit actuellement. C'est un braconnage qui est d'ampleur industrielle. Seuls les réseaux criminels organisés peuvent s'offrir ces moyens-là. Actuellement, en moyenne, ce sont 4 rhinocéros qui sont braconnés par jour pour alimenter la demande en cornes, principalement en Asie. Ces 2 rhinocéros-là l'ont échappé belle, mais leur compagnon d'enclos, Vince, un mâle de 5 ans, a eu moins de chance. Hier matin, il a été retrouvé ici, mort, tué de plusieurs balles dans la tête, les cornes tronçonnées. Le braconnage de Vince démontre à quel point aujourd'hui les trafiquants sont prêts à défier n'importe quelle mesure mise en place pour se procurer un produit qui offre un retour sur investissement extrêmement important. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a certaines espèces qui sont plus ciblées que d'autres pour entrer dans ce trafic d'espèces sauvages. Et il faut quand même savoir qu'un éléphant est braconné toutes les 26 minutes pour son ivoire. On est sur 25 000 éléphants braconnés chaque année, c'est considérable. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les trafiquants vont utiliser la géolocalisation des animaux dans les parcs lorsque l'on pose des colliers émetteurs sur des animaux pour suivre leurs déplacements, pour étudier leur mode de vie, etc. Les trafiquants vont aussi utiliser les informations qui sont émises pour les localiser et donc les approcher. Ensuite, on a constaté que les photos qui sont mises en ligne par des touristes sont utilisées par les trafiquants, puisque en général, on peut aujourd'hui localiser où la photo a été prise ou dans les commentaires sur Facebook, etc. Et donc finalement, on facilite le travail de localisation des animaux pour les trafiquants. Maintenant, pour les rhinocéros, on est sur 1000 à 1300 rhinocéros braconnés chaque année. Or, les rhinocéros, il n'en reste que 20 000. Et donc, il y a un signal d'alarme qui a été lancé par la ministre de l'Environnement d'Afrique du Sud, laquelle a précisé que si cette pression de braconnage continuait, dans 10 ans, l'Afrique du Sud n'aurait plus de rhinocéros. Est-ce que les peines sont suffisantes d'ailleurs dans les pays-là quand on arrête les braconniers? Voilà, non, parce c'est un autre problème. Il y a tellement d'argent en jeu. Et donc là, aujourd'hui, la police, notamment en Afrique du Sud, essaie de développer des méthodes prédictives. Comme vous savez, pour essayer de prédire un crime, eh bien là, on fait la même chose pour intervenir en amont, avant que les animaux se fassent tuer, en faisant des écoutes téléphoniques, en regardant les données sur Internet. Ça commence à porter ses fruits. Et puis, une autre manière aussi d'éviter ça, c'est de ne plus acheter d'ivoire, quand même, première chose. Et puis, que les marchés asiatiques arrêtent de consommer ces produits qui ne sont pas du tout aphrodisiaques ni médicaux. Merci, Natacha. On s'aime d'amour depuis tout ce temps qu'on est ensemble. Il faudra bien qu'un jour on s'aime d'amour. C'est tout faire, cette actrice-là, Pascale Petit, que vous connaissez évidemment, qui chante aussi. Alors, c'est un film qui est ressorti, il avait été caché pour des raisons diverses et variées depuis une quarantaine d'années, Henri-Jean?
Et là, il sort en DVD. Alors, les cinéphiles que vous êtes, bien sûr, vont reconnaître Les Sorcières de Salem avec Simone Signoret, Yves Montand dans les rôles principaux. Qu'est-ce qui lui était arrivé rapidement À l'origine, rapidement, en 53, Miller, qui n'est pas marié à Marilyn Monroe, écrit Les Sorcières de Salem, une pièce qui est contre le macartisme, contre la délation. Bon, la pièce n'est pas jouée aux États-Unis, et à peine éditée, ni adaptée au cinéma. Elle est jouée au théâtre à Paris par Raymond Rouleau, qui la met en scène au Théâtre de la Ville. Une file de gens gigantesques qui vont pour voir le film. Et puis, elle est donc jouée au théâtre avec succès. On décide de le monter à l'écran en France avec des capitaux français et des capitaux communistes. De la RDA, de Berlin-Est, où il y a des studios, parce que ça se passait comme ça. Nicole Courcelles, qui joue le rôle de Abigail, est dégagée à la distribution. Ils veulent une fille jeune, pétulante, les seins qui pètent aux étoiles, magnifique, toute fraîche et toute jeunette. On engage Mylène de Mongeau, on la trouve, pour jouer le rôle de Abigail, la garce méchante et épouvantable. Et le film se tourne en 1956 dans les studios de Berlin-Est. Et entre-temps, Miller a épousé Marilyn Monroe, donc tout va bien aux États-Unis. Mais rien à voir avec le film. Si, ça a à voir avec le film, vous allez voir, parce que Miller, il fait le film avec Sartre. Ils correspondent par téléphone, ça veut dire que Sartre fait l'adaptation et fait les dialogues, et Miller, il épouse Marilyn. Mais 4 années après, vous qui connaissez l'histoire par cœur, Montand, héros des Sorcières de Salem, a une aventure avec Marilyn, la femme d'Arthur Miller. Arthur Miller, vert de rage, a fait interdire la commercialisation du film à la suite de ça. C'est pour ça qu'on n'a plus vu, c'est bouclé. C'est la vengeance d'Arthur. Si je peux me permettre, il avait une dent et des cornes contre Montand, donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu que le film... Mais quand elle a eu une sympathie pour Yves Montand, on va dire ça comme ça, elle était encore mariée avec Arthur. Mais oui, elle était mariée avec Arthur. Oui, c'était une escapade. Quand elle tourne le milliardaire, elle est mariée avec lui. Donc lui, il s'est vengé. Enfin, c'est humain, je veux dire. Il n'a pas voulu que le film sorte. Donc le film est resté bouclé dans les caves de films. Et c'est Pathé qui le sort en DVD. Donc comme c'est un événement... Ça fait que Mylène et Pascal, qui vont soutenir la projection, n'avaient pas vu le film depuis 40 ans, n'avaient pas revu le film. Personne, il y a Piccoli, il y a Pierre Larquet, Jeanne Fugir, il y a une distribution à tomber par terre là-bas. Ils tournaient tous en RDA. Et Mylène de Mongeau a écrit un livre qui s'appelle Tiroir secret, qui raconte le tournage avec les boîtes de caviar de Simone Signoret. C'est formidable, c'est tout à fait épique. Donc, il y a cette projection, il y a beaucoup de gens de cinéma qui s'étaient déplacés. On a revu donc enfin, copie restaurée magnifique, Les Sorcières de Salem. Oui, je la reconnais. Je n'ai pas revu Les Sorcières de Salem depuis, disons, 50 ans, carrément. C'est quand même un film auquel je dois tout, et si je suis encore connue aujourd'hui, c'est quand même bien grâce aux Sorcières de Salem. Vous me cherchez? Et quand vous m'avez trouvé, vous me fuyiez. Les gens ils m'engageaient à l'époque parce que c'était une espèce de petite jeune fille charmante aux joues rondes. Répétez-le une seule fois. Une fois, et je m'en vais. Ça n'avait rien à voir avec ce que Rouleau imaginait dans Les Sorcières de Salem. Sorcière. Je suis quand même très reconnaissante qu'il ait vu le potentiel Soyez pendre. de ce que cette petite jeune fille pouvait avoir dans le ventre. La petite Abigail, elle, tout ce qu'elle veut, c'est son procteur. Le personnage joué par Yves Montand. Et elle serait prête à tuer père et mère pour avoir son procteur. Ouvrez-moi, John. Et je crois que c'est ça qui donne beaucoup d'intensité à mon personnage. C'est cette naïveté, cette innocence et cette fureur. C'est toi qui me réveille la nuit. C'est toi qui m'as donné ma revanche la semaine dernière. Et tu m'as dit que tu ferais bouillir de ta marmite. Ce film, je suis ravie de le voir parce que je ne l'ai pas revu depuis la sortie. Fais bien attention. Tu laisses échapper un mot sur ce que nous allons faire. Mais je ne dirai rien, je te jure. Les Sorcières de Salem sont terriblement importantes pour moi parce que c'est le tout début de ma carrière. Il se trouve que c'est Françoise Legagne, la femme de Rouleau, qui est venue me chercher dans un salon de coiffure en me disant « Vous avez un physique et une présence qui ferait merveille au cinéma ». Donc elle m'a fait travailler pendant 3 mois. Et quand on m'a appelé pour me dire « Pascal, c'est vous qui avez été choisi », j'étais ravie mais complètement paniquée. Et dès l'instant où elle a dit « moteur, on tourne », il s'est passé un déclic. Et chaque fois, depuis, ça me fait la même chose. Aux répétitions, je suis pas excellente. Et dès qu'on dit « moteur, on tourne », je suis plus moi. Je suis le personnage et je me jette complètement à l'eau. Le moins en
Les rapports avec Signoret, c'était un petit peu compliqué, hein, parce que Montand, il avait l'œil un petit peu charmé par toutes ces petites jeunes filles qui jouaient les sorcières. Et Simone, elle veillait au grain, ce qui fait que, bon, elle était un petit peu nerveuse avec nous. Pendant que j'ai fait le film, les Montand et Signoret étaient extrêmement dédaigneux. Je suis votre femme, Diane. Je vous aiderai de toute mon âme. J'ai assez souffert, assez pleuré. Et je n'ai jamais revu ce couple infernal. On me martyrise jusque dans mon lit. Les vieilles me tirent les cheveux, me griffent et me soufflettent. Quand je revois ce film, je me dis, bon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais avoir la beauté de l'époque et ce que je sais faire aujourd'hui. Et alors là, je peux vous dire que s'il y avait les deux, eh ben, ça serait inoubliable. Alors effectivement, Simone Signoret dans le film joue le rôle de la femme d'Yves Montand. Voilà, c'est ça. À la ville comme à l'écran. Alors là, elles sont formidables. Je dois dire qu'elles sont formidables les deux, parce que Mylène a été dramatique. On lui a donné une carrière après de jeune pépé pétillante et pimpante, alors qu'en fait, elle était faite pour jouer des rôles tragiques. Elle est formidable dans le film. Pascal Petit, premier rôle, elle est formidable aussi. Elles l'ont revu. Je crois que vous ne l'avez pas revu, vous non plus. Est-ce que je peux vous l'offrir alors? Vous êtes très gentil. Voilà la cassette de. Voilà le film de. Et vous avez fait ça, cette projection On a fait ça. On l'a fait ça au Mac-Mahon, qui est un lieu. Cinéma mythique. Oui, cinéma mythique. On avait appelé le directeur, David Gauthier, est-ce qu'on veut nous recevoir? Il nous a reçus, on a fait la projection avec Patrick et Simon. Il y a une façon de gérer ces films un peu spéciale, mais enfin bon. Très bien. Parfait. Merci pour cette résurrection. C'est particulier parce que les Anglais ont toujours de bonnes idées, vous allez voir. Alors ils filment des gens assis sur un canapé qui regardent la télé. Et à part ça, quel est le but du jeu? C'est vrai que sur le papier, ça fait pas rêver. On filme des gens qui regardent la télé. Ça s'appelle Google Box. Vraiment, c'est une télé-réalité britannique diffusée sur Channel 4. Alors, dans ce programme, on va découvrir des gens chez eux, devant leur télé. Donc, c'est des gens qui vivent ensemble, alors des couples, des familles, des colocataires, des groupes d'amis. Alors, ils regardent, ils réagissent devant la télévision. Est-ce qu'on voit le programme qu'ils sont en train de regarder? Alors, évidemment, c'est là où le montage est fait, évidemment, très habilement. C'est que on passe de leur réaction à ce qu'ils regardent et on enchaîne comme ça. Alors, c'est vrai que ça fonctionne, c'est prenant, c'est drôle, c'est intéressant. Moi, je me suis laissée prendre, j'ai adoré. Il faut savoir que l'émission a gagné un BAFTA en 2014 et tous les ans. Un BAFTA, c'est l'équivalent du César anglais, exactement. Anglais. Et également le National Television Award, qui est l'équivalent pour la télévision, tous les ans, 2015, 2016. Mais ce qui est amusant, c'est de voir la réaction des gens devant tel ou tel programme. Ce qui est très amusant et ce qui marche, William, c'est que cette émission, elle est diffusée en fin de semaine et elle reprend le contenu du programme de toute la semaine. Donc vous avez été pendant la semaine devant la télé et puis à la fin de la semaine, vous découvrez des gens qui ont regardé la même chose que vous. Et ça marche. Et c'est toutes les émissions. Vous avez autant des programmes politiques que des séries, que des divertissements, que des jeux complètement loufoques. Et chacun est amené à réagir et à montrer ce qu'il en pense. Donc, ce qui est amusant, c'est que vous les regardez en disant, tiens, j'ai la même réaction qu'eux, ou pas du tout, je suis pas d'accord, etc. Et puis ça vous parle, on n'a pas besoin de vous expliquer. Vous avez vu le programme, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est. Alors, avant de diffuser l'extrait, je veux prévenir les gens qui n'ont pas regardé Downton Abbey ou qui vont le regarder, qu'ils doivent s'éloigner de leur écran parce qu'on va du coup révéler un moment très très fort de la série. Ah oui, la série Downton Abbey. Voilà. Mais c'est fini, non? C'est fini, mais c'était encore en diffusion les dernières saisons en Angleterre. C'est pour ça que je préviens les téléspectateurs. Oh! They shouldn't be doing this. Oh, he looks nice like that. Oh, he's got quite a good body, right? In the week, we enjoyed lots of great telly. Channel 4 got us worried with John Richardson. Mum was telling me about indoor air pollution. What's indoor air pollution? Plugins and stuff. And there were celebrities in the snow on the jump. I mean, you'd hope by the end of it that you would actually be able to ski. If you weren't dead. Yeah. Matthew was her husband and he was killed on the road. I wonder how many windows they've got. We've got 63.
Ça dure combien de temps, ça? Ça dure une bonne demi-heure, à peu près. Ah, pas plus? Non, non, Ah, d'accord. c'est toutes les semaines, le week-end. Alors, le deuxième extrait que je vous ai choisi, les Anglais, le panel de Googlebox, sont en train de regarder une émission présentée par John Richardson, qui est un humoriste anglais, qui fait de temps en temps des émissions de télévision. Et cette fois, cet humoriste s'est basé sur la pollution, sur notre planète qui est en danger. Ça s'appelle « Comment survivre à la fin du monde ». Donc, les Anglais regardent cette émission. Oui. Et puis, l'humoriste, dans cette émission, va rencontrer des gens qui proposent des solutions pour lutter contre la pollution. Et vous allez voir que notre panel n'est pas resté indifférent face à certaines idées. An invisible killer we're becoming increasingly afraid of. Is that why, like, Michael Jackson used to have, like, the oxygen mask and, like, his own oxygen canister, like... In the programme, John visited the DeWatts family, who run a business that offers a solution to his fear of air pollution. Inside this would be... A jar, yeah. Glass jar. Yeah. What's that for? A jar of what? £80 will get you 1 jar full of fresh, inhalable British air. Who is buying that? Oh, bloody hell. Is this serious? Oh, please. To the untrained eye, this could look like two tossers trying to get their goldfish back from the fair. But we're actually business guys. That's a full one there. What's happening? This isn't real! Oh. Les C'est deux la dans le danse. lit, ils sont bien. Et le chien? Avec le chien, vous Le avez chien vu, ne les regarde deux pas, vous derniers avez sont remarqué? dingues. Bah non, le chien, il a bien compris que Dommage, c'était... c'était de l'air pur. Voilà, ils sont en train de regarder quelque chose de tellement absurde et leur réaction, c'est savoureux. Merci beaucoup. Ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle Googlebox. Merci beaucoup. Alors, si vous aimez, vous, regarder les séries et les films en version originale, ça peut vous arriver. Olivier a quelque chose à vous dire à ce propos, oui. Oui, si vous êtes bilingue et que vous aimez les séries, eh bien sachez qu'une célèbre plateforme de vidéo à la demande recrute. C'est vrai que parfois les sous-titres laissent à désirer quand on regarde des séries. Oui. Et bien là, pour dénicher ses futurs collaborateurs, ce géant de la VOD, il a lancé une plateforme qui va tester vos aptitudes en 80 minutes. Tout le monde peut déposer sa candidature. Et puis, une fois l'examen terminé, vous avez la réponse très rapidement. Il y a des critères pour être sélectionné. Il faut avoir une licence, il faut avoir Non, vécu en rien du tout. Angleterre. Ils vont vous tester sur un épisode, en fait. Ah oui. C'est Bon. très simple. Et ça va de 5 à 25 € la minute, la rémunération. Évidemment, si on parle japonais ou suédois, c'est plus rare et donc mieux payé que si on parle anglais ou espagnol. Bien sûr. Voilà. Et, il faut s'inscrire où? On a Sur ça la plateforme, ils ont créé une plateforme qui s'appelle Hermès qui va vous tester. D'accord. Et ensuite, réponse très rapidement. C'est très recherché, apparemment. Les traducteurs, on en manque. On a le détail sur notre site. Merci beaucoup. Sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo, vous allez voir, qui tourne en boucle dans le monde entier. Pourtant, elle est drôle. Peut-être, mais elle n'est pas si originale que ça. Pourquoi, Olivia? Elle est drôle, effectivement, mais elle est un peu débile et puis un peu connue. L'histoire, c'est celle de Marietta et Tommy. Ils vivent dans l'Indiana aux États-Unis. Et dimanche soir, Marietta a posté cette vidéo. Celle de ce gag, celui de la bouteille d'eau sous laquelle on met une pièce. Vous allez voir la suite, je vous laisse regarder. Vous allez vous dire pourquoi elle nous montre cette vidéo. Je vous explique après. Voilà. Okay. And when I say the magic words, the penny's going to go inside the bottle. Really? Yes. Okay, let me see this happen. Okay. Boogie boogie. Boogity boogity. Boogity boogity. Boogity boogity. Okay. And you look down in there and the penny's inside the bottle. Voilà. Donc, c'est complètement débile, c'est attendu, on le connaît, ce gag, et pourtant 71 millions de vues, plus d'1,5 million de partages. Alors vous allez me dire comment c'est possible? C'est possible, alors certes la force comique fonctionne, mais parce que derrière il y a une société évidemment qui a repris la vidéo, la naïveté sur internet c'est fini, la viralité aussi. Alors ça on en parle beaucoup, la seule chose dont on parle pas et qui moi m'a un peu choquée, c'est que regardez le t-shirt de Marietta. Vous le voyez ou pas? Non, pas de là où je suis. In Gun We Trust. Ah d'accord, Dans elle fait les partie armes de au la... crayon. Et alors ça, Ah, personne oui. ne l'a relevé. Cette vidéo, on l'a vue partout. Si vous avez été sur Facebook hier, avant-hier, vous l'avez vue. Elle est membre de la Rifle. Exactement. C'est Et ça, personne ne l'a noté. Alors ce sont des gens qui sont en faveur de... Ils sont pro-armes. Pro-armes, oui, de la vente des armes aux États-Unis. Et donc tout le monde rigole sur cette vidéo sans se soucier de ce t-shirt. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler ce matin. Ah oui, bien sûr. Et c'est une compagnie d'eau minérale qui a récupéré le truc, non peut-être? Bah oui, vous savez, c'est ces sociétés oui. qui se chargent après de faire de l'argent. Une fois que les vidéos fonctionnent, eux, ils récupèrent à chaque visionnage. Bon, un alors peu de vous sous. floutez le t-shirt et puis le gag reste drôle. Exactement. Elle est drôle.